Voilà, j'attendais qu'on puisse lancer l'enregistrement. Bien le bonsoir et bienvenue encore une fois dans cet auditoire fictif. Mm. Nous allons aujourd'hui suivre le cours très intéressant sur la conduite à tenir en imagerie devant une lésion kystique du pancréas que le professeur Najwa Touil a gentiment accepté d'animer. Elle sera très dispo pour les discussions et les questions seront bien les bienvenues. Nous vous encourageons à être très, très réactifs et essayer de poser des questions de façon directe, mais assez nombreuses pour lever les flous. Et donc, je ne la présente pas, ou pour ceux qui nous rejoignent la première fois. Elle est professeure à l'Université Hassan II au Maroc, à Casablanca, et c'est la secrétaire générale de la Société marocaine de radiologie. Et nous avons l'honneur d'avoir toute une cohorte de panélistes assez aguerris dans ce domaine d'endocrino et de chirurgie, notamment le docteur Paul Kassonga Boulaboula, qui est chirurgien, chef d'unité de chirurgie endocrinienne et bariatrique en Afrique du Sud, l'université de Witwatersrand. Et il va nous rejoindre dans très peu. Nous sommes en train de l'attendre aussi avec le professeur Dr Chimpi, qui lui est gastro-entérologue, professeur à l'université de Kinshasa. Et s'il est déjà là, bonsoir. Alors, nous avons aussi le professeur Bienvenu Leboise, qui est anatomopathologiste, professeur de l'UNIKIN exactement. Alors, nous avons Bonsoir. aussi d'autres... Bonsoir, docteur Maïché. Bonsoir, tout le monde. bonsoir, bonsoir, professeur, bienvenue. Très content, toujours content de vous avoir avec nous. Alors, nous avons quand même la chance d'avoir le docteur Nzamouché, qui est aussi un chirurgien. Il pourra, dans le cas où on n'a pas le docteur Boulaboula, ou même quand il est là, compléter aussi un avis chirurgical. Et nous avons aussi le professeur Shindano Akilimali-Tony, qui est gastro-entérologue, professeur à l'Université catholique de Bukavu. Et lui, on l'a manqué la semaine passée. Heureusement qu'il est disponible aujourd'hui. Et, qu'il lui plaise d'intervenir et de nous enrichir dans nos discussions. Moi-même, je crois que je ne suis pas inconnu. Je suis le docteur Gisela Maïchi, chef de radiologie de l'hôpital provincial de référence de Bukavu et enseignant à l'Université catholique de Bukavu. Voilà. Professeur Touil, je vais vous laisser la parole. Je crois que j'ai assez rogné de votre temps, mais nous sommes tout oui et l'auditoire est assez bondé quand même. Voilà. Bonne séance à tout le monde. D'accord, merci beaucoup, docteur Ghislain. Merci à professeur Dadi Mata qui a pu tenir toute cette période en étant très régulier. C'est quand même un challenge assez important. Et puis, merci aux panélistes qui sont présents. Et à tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une conduite à tenir en imagerie devant une lésion kystique du pancréas. Alors, pourquoi choisir les lésions kystiques du pancréas? Parce que tout simplement, ce sont des lésions qui sont très fréquentes. Tout simplement, c'est estimé, euh, euh, il est estimé à environ, on va dire, 24% des personnes ont des lésions kystiques supérieures à 4 millimètres sans qu'ils soient vraiment symptomatiques. Et donc, c'est quelque chose vraiment de très, très, très fréquent.
Et justement, on les détecte de plus en plus parce qu'on a une amélioration des techniques d'imagerie, surtout via l'IRM. 20% des lésions sont détectées en IRM versus 2,6% au niveau des scanners. Au niveau des scanners, pardon. Et donc, vous remarquez que c'est quelque chose de très fréquent quand même. C'est pas comme ce qu'on a toujours pensé. Et la prévalence de ces lésions kystiques augmente avec l'âge. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, à 70 ans, c'est entre 10 et 40%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, quand on est devant une lésion kystique au niveau du pancréas, quelle est la conduite qu'on doit faire? En imagerie, bien sûr. Alors d'abord, la première chose, c'est la clinique, les signes cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire, signe clinique? Ça veut dire tout simplement, on va voir le terrain. Est-ce que, par exemple, c'est un terrain d'alcoolisme? C'est très important dans le pancréas. L'âge du patient, par exemple. On va voir s'il y a des antécédents. Est-ce qu'il a déjà fait d'antécédents de pancréatite? Est-ce qu'il est suivi pour une pancréatite chronique ou il a tout simplement fait des antécédents de pancréatite aiguë ou des traumatismes au niveau abdominal, au niveau épigastrique? Et ça, c'est très important parce que ça aide énormément dans le raisonnement en associant les signes radiologiques. La deuxième démarche à prendre après avoir eu tous les signes cliniques, c'est quelque chose de très simple qu'on n'utilise pas beaucoup, mais vous allez voir que c'est vraiment très, très important parce que ça aide énormément. Regardez, c'est tout simplement de voir la forme extérieure de la lésion. Vraiment la forme extérieure. Je ne vois pas l'intérieur, je vois que les limites extérieures de cette lésion. Est-ce que c'est une lésion qui est bien régulière, ce qu'on appelle une lésion ronde? Pas forcément ronde, elle peut être ovalaire, et peut, on va dire juste ronde parce qu'il n'y a pas de lobulation, d'accord? Ou c'est une forme extérieure qui est plutôt multilobulée. Et vous allez voir, rien que qu'en étudiant cette forme extérieure, ça nous aide déjà à tirer deux grands tiroirs et on va dire qu'il ne peut pas s'agir de cette lésion, par exemple, parce qu'elle n'est pas multilobulée, par exemple. D'accord? C'est très important, on va voir ça tout doucement. La forme extérieure, il faut s'attarder sur la forme extérieure, voir est-ce qu'elle est ronde ou multilobulée. Après, toujours dans la forme extérieure, cette paroi, est-ce que c'est une paroi fine? Est-ce que c'est une paroi épaisse? Et le contenu de de cette lésion, est-ce qu'il y a des septa là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a des septa, surtout les septa? Les débris, les calcifications, mais surtout les septa, on va voir quelle est leur importance. La quatrième chose à voir, c'est la localisation de cette lésion kystique. Et on va voir qu'on va diviser le pancréas plutôt en trois parties. La partie corporiocaudale, ça veut dire peu importe que ce soit dans le corps ou dans la queue, c'est pratiquement le même contingent. On va l'appeler corporiocaudale, d'accord? Il y a la partie céphalique ou la tête du pancréas et le petit pancréas de Whistler, d'accord? Et puis, la dernière chose, voir est-ce que cette lésion kystique communique avec le canal pancréatique principal ou ce qu'on appelle le canal de Wirsing. Est-ce que ça communique ou pas? Ce sont vraiment les cinq, on va dire, étapes très importantes qui vont nous permettre par la suite de trouver le diagnostic assez facilement. On va voir tout ça tout doucement. Alors, on a dit qu'il faut s'attarder sur la forme extérieure, d'accord? On a dit la forme ronde et la forme multilobulée, d'accord? Et quand on dit forme ronde, ça peut être une paroi épaisse mais toujours ronde, fin avec des septa ou rond avec un nodule à l'intérieur ou une portion solide à l'intérieur. Mais tout ça, on va dire euh, le facteur qui les unit, c'est le fait que la forme extérieure est vraiment ronde.
Ici, la forme est multilobulée. Et quand je dis multilobulée, ça stipule quoi? Ça stipule qu'il y a des kystes qui sont l'un à côté de l'autre, un kyste à côté de l'autre. Ces kystes, ça peut être des macrokystes, ça peut être des microkystes, comme vous voyez ici, comme ça peut être une forme mixte avec des macro et des microkystes. Mais vous voyez que cette forme multilobulée, c'est toujours vraiment en faveur de kystes juxtaposés, un à côté de l'autre, mais pas l'un dans l'autre. D'accord? Avant de commencer dans la gamme, cette gamme de lésions kystiques rondes, ok? Et on va commencer par la lésion la plus fréquente qui est le pseudokyste. Alors, vous vous rappelez, il y a longtemps, on disait qu'à chaque fois on trouve une lésion kystique au niveau du pancréas, c'est un pseudokyste jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, c'est un adage qui est totalement dépassé. Parce que maintenant, il n'y a que 40% des lésions kystiques qui sont un pseudokyste. Avant, c'était environ 90% des cas. À chaque fois, on dit qu'il y a une lésion kystique, on dit que c'est un pseudokyste, mais ce n'est pas vrai. C'est juste 40% euh, maintenant. Alors, comment ça se forme le pseudokyste? D'ailleurs, on l'appelle pseudokyste. Ok. Ce n'est pas un véritable kyste. Parce que regardez, quand on a une pancréatite, d'accord, on a une pancréatite aiguë, on a une inflammation au niveau du parenchyme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une petite, on va dire, rupture du canal pancréatique, ce qu'on appelle Disconnected Pancreatic Duct Syndrome. C'est une constitution d'un DPDS, d'accord? C'est une petite rupture qui se fait au niveau du canal pancréatique et on va avoir une suffusion du liquide, d'accord? Une suffusion du liquide qui va aussi on va dire, s'unir à toutes les sérosités qui viennent de l'inflammation de la pancréatite et ça va constituer ce qu'on appelle une cavité, d'accord? Une cavité qui est remplie de sécrétions pancréatiques. Et cette cavité, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, le contact de cette cavité avec le parenchyme pancréatique autour va faire une sorte de tissu cicatriciel ou un tissu de granulation. D'accord? Il va former une sorte de capsule qui est fibreuse, qui va délimiter ce liquide. Et c'est ce qui constitue le pseudokyste. Pourquoi on dit pseudokyste? Parce que quand on parle de kyste, ça veut dire qu'il y a un revêtement épithélial. Mais là, il n'y a pas de revêtement épithélial. On va dire, une pseudocapsule fibreuse constituée justement par le contact des sécrétions pancréatiques avec le parenchyme. Et donc, ça fait cette cicatrisation. Et donc, ce n'est pas un revêtement épithélial, mais c'est une capsule qui est fibreuse cicatricielle. Et bien sûr, cette petite rupture, elle va rapidement se fermer et on n'aura plus de communication avec le canal principal et le canal pancréatique. Et donc ça, c'est très important de s'attarder sur cette physiopathologie parce que ça nous explique ce pseudokyste, pourquoi il est appelé pseudokyste et et aussi, pourquoi est-ce que le contenu du pseudokyste est différent à chaque fois? Pourquoi? Parce que regardez, si par exemple à la base on avait une pancréatite aiguë, œdémateuse, on aura des sérosités qui seront homogènes. Et donc le contenu du pseudokyste va être homogène. Par contre, si on a par exemple une pancréatite nécrosante dès le début, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la constitution de cette cavité, mais le contenu va être hétérogène parce que ça va contenir des débris, ça va contenir de la nécrose. Et donc, on aura un contenu qui est hétérogène. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que c'est pratiquement la même physiopathe, mais qu'il y a une base de début qui est différente.
Ça va certainement vous faire poser des questions parce que c'est pas ce qu'on a comme définition pour la nécrose organisée, mais c'est ça la physiopathologie. La vraie physiopathologie, c'est ça. La nécrose organisée, c'est pratiquement une sorte de pseudokyste, mais qui se fait après une pancréatite nécrosante. On va dire alors pourquoi on dit que toujours que le pseudokyste a un contenu homogène. Parce que tout simplement, le pseudokyste, c'était les critères d'Atlanta. Et les critères d'Atlanta, c'était basé sur des signes scanographiques. Sur le scanner, même quand il s'agit on va dire, d'une collection nécrosante, on ne voit pas l'aspect hétérogène. C'est l'IRM qui voit la part des choses. C'est vraiment l'IRM qui peut voir le contenu, est-ce que c'est homogène, est-ce que c'est hétérogène. Et donc, beaucoup de pseudokystes qui ont été prises pour des pseudokystes à contenu homogène ne l'étaient pas en vérité. Donc voilà un peu la physiopathologie de comment ça se crée, ce pseudokyste et pourquoi on l'appelle pseudokyste. Et donc vous imaginez que le contenu de ce pseudokyste va être vraiment très riche en amylase. Ça veut dire on aura un taux d'amylase et de lipase très élevé au sein de ce pseudokyste. C'est pour ça qu'on dit que si on fait une cytoponction, par exemple, de ce kyste-là, et on trouve que le taux d'amylase est inférieur à 250, ça exclut le pseudokyste. Mais bien sûr, ça c'est très important quand on est vraiment devant des diagnostics différentiels. On va prendre les questions par la suite si vous voulez. D'accord? Alors, les signes cliniques devant un pseudokyste, c'est souvent un tableau d'alcoolisme chronique ou un tableau où il y a une pancréatite aiguë dans les antécédents ou des antécédents de pancréatite chronique ou de traumatisme pancréatique. Ça, c'est très important parce que ça aide énormément. On sait que déjà, dans une grande majorité des cas, ça va être un pseudokyste parce qu'on a ces signes cliniques qui aident énormément. Après, on s'attarde sur la forme extérieure. On voit que c'est une forme qui est plutôt ronde, d'accord? Donc, il n'y a pas de lobulation. La paroi, ça peut être une paroi fine ou épaisse qui va se rehausser après injection, d'accord? Mais on n'a pas de septa, il n'y a pas de septa à l'intérieur. On ne trouve pas de septa dans les pseudokystes. En général, on peut le trouver n'importe où parce que là où il y avait vraiment le foyer inflammatoire au tout début, unique, c'est pas, on va pas trouver multiples kystes. En général, c'est une localisation unique. Et surtout, il n'y a pas de communication parce qu'on a dit que cette rupture qui se fait, ça se fait juste au début et rapidement, elle se ferme. Donc, quand on fait, nous, par exemple, l'imagerie, il n'y a pas de communication, il n'y a plus de communication. Et ça, c'est très important pour faire un diagnostic différentiel. Donc, voilà le tableau du pseudokyste. Allons voir ça sur l'imagerie. Regardez ce malade qui a fait voilà, ce scanner le mois d'août 2010, après une pancréatite, on voit déjà qu'il y a encore de l'infiltration édémateuse à ce niveau, d'accord? Et on voit qu'il y a une petite formation ici, qui est de densité liquidienne. Après 3 mois, regardez, après 3 mois, le mois 12, ici c'est le mois 3 2011, vous voyez, on voit la constitution de cette formation ici, d'accord? Et sur la T2, on voit très bien qu'il est homogène, le contenu est homogène. Regardez la paroi, la forme extérieure, elle est vraiment ronde, il n'y a pas de lobulation, on ne voit pas qu'il y a de lobulation, il n'y a pas de septa à l'intérieur, vous voyez, il est homogène. Il n'y a rien à l'extérieur, donc on peut dire, et c'est un malade qui a fait une pancréatite dans les antécédents. On voit déjà qu'il y a, dans le mois 12, il y avait une infiltration édémateuse qu'on voit ici, vous voyez ça. Et ça, on voit déjà l'infiltration édémateuse, on voit qu'il n'y a pas il y a un effacement des lobulations hépatiques, pardon, pancréatiques. Et donc là, on peut dire rapidement qu'il s'agit d'un pseudokyste du pancréas sans aucun problème. Un autre cas, regardez, on voit que là, par exemple, c'était toute petite lésion kystique, vous voyez ici.
vraiment toute petite. Mais après, déjà après 3 mois aussi, regardez, on voit que la cavité a été bien remplie, bien constituée. On voit que la paroi ici est fine et la paroi, il est vraiment ronde. C'est pas une forme multilobulée, vous voyez. Et vous voyez ici, ça prend le contraste, la paroi prend un peu le contraste et le contenu, il est vraiment homogène. Comme vous voyez, donc on peut dire qu'il s'agit d'un pseudokyste sans aucun problème. Et là, regardez la différence. Regardez la différence. Là, c'est une pancréatite qui n'est pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que dès le début, c'était une pancréatite nécrosante, d'accord, avec de la nécrose. Après, regardez la constitution de, de la nécrose organisée, on voit la paroi qui reste ronde, vous voyez, il n'est pas lobulé, il n'est pas multilobulé. Et le contenu ici, il est hétérogène parce qu'il y a des débris, on peut trouver des calcifications, mais il n'y a pas de septa là-dedans. Il n'y a pas de septa. Et ça, c'est très important. Et donc déjà, on a les signes cliniques, les antécédents de pancréatite, d'accord, et la constitution de cette nécrose organisée. Donc ça ne pose pas de problème diagnostique. C'est facile. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'analyse du liquide au niveau de ce kyste, on va trouver qu'il y a une augmentation du taux d'amylase. Mais vous allez voir que dans toutes les lésions kystiques du pancréas, on va avoir un taux augmenté d'amylase. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous permet de différencier les lésions kystiques. Par contre, si on a, par exemple, un taux qui est inférieur à 250, ça élimine le pseudokyste. Ça élimine le pseudokyste. Ça ne peut pas s'agir du pseudokyste parce que le pseudokyste, le taux d'amylase est toujours très élevé. Voilà, ça c'est intéressant dans le sens négatif, mais pas dans le sens positif. D'accord? Donc, si on répète un petit peu, c'est toujours la même démarche, signe clinique, la forme extérieure, la paroi et le contenu, la localisation, et est-ce qu'il y a ou non une communication? En matière de pseudokyste, il y a toujours un tableau, il y a toujours un terrain, soit d'alcoolisme, soit de pancréatite aiguë ou chronique, soit de traumatisme. C'est impératif. La lésion, elle est vraiment ronde, il n'y a pas de lobulation à l'intérieur, avec le liquide qui est supérieur à 250. D'accord? La paroi, elle est fine ou épaisse, mais elle est régulière comme ça. Il se rehausse après injection. Il n'y a pas de septa, c'est très important. Il est unique, on peut le trouver n'importe où au niveau du pancréas et il n'y a pas de communication pour résumer un peu la démarche devant un pseudokyste en imagerie. D'accord? Toujours en matière de lésions rondes. Lésions rondes. On tombe sur le cystadénome mucineux, qui est la deuxième tumeur, on va dire la deuxième lésion kystique du pancréas, qui a la forme ronde et pas multilobulée. Alors, c'est quoi ce cystadénome mucineux? C'est une tumeur bénigne, mais qui peut dégénérer. Il a un potentiel malin qui peut dégénérer dans 10% des cas et constituer ce qu'on appelle le cystadénocarcinome mucineux. En tout cas, cette fois-ci, il s'agit d'un vrai kyste. C'est pas comme le pseudokyste. Ici, c'est un kyste qui est bordé d'un épithélium mucosécrétant. Et donc, histologiquement, c'est un vrai kyste. Sauf que c'est un vrai kyste avec un stroma ovarien-like. Ça veut dire quand on fait l'histologie, on va tomber sur un stroma ovarien. Et donc, c'est quelque chose d'étonnant de trouver du stroma ovarien au niveau du pancréas. Mais vous allez savoir de quoi il s'agit exactement. En général, c'est une tumeur qu'on va trouver que chez les femmes. Que chez les femmes. On ne va pas le trouver chez les hommes. Si on le trouve chez les hommes, c'est un problème. OK? Alors, chez la femme, avec un âge moyen de 50 ans, toujours pas de lobulation, toujours la forme ronde. Par contre, ici, la paroi est épaisse, toujours épaisse, et on peut trouver des septa. Une chose très importante, c'est la localisation. La localisation est très importante parce qu'elle est quasiment typique du cystadénome mucineux. Regardez cette image-là, comme on voit ici.
c'est une localisation qui est postérieure. Elle va se trouver toujours à la partie postérieure du pancréas et au niveau de la région corporeo-caudale. D'accord? Et une chose très importante, c'est qu'on ne va pas trouver de parenchyme pancréatique derrière cette lésion. Elle n'est pas vraiment, la lésion n'est pas complètement dans le pancréas. Il est à moitié dans le pancréas, enchâssé dans le pancréas, mais la partie postérieure, il n'est pas pancréatique, il est exopancréatique. Il n'y a pas de parenchyme pancréatique derrière. Et il n'y a pas de communication avec le canal pancréatique. Alors, tout simplement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont montré que le fait qu'il y a du stroma ovarien, ça vient d'une migration des crêtes germinales. Alors, les crêtes germinales, quand ils migrent, et ils ont laissé, par exemple, ici, du stroma à ce niveau. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être pas une véritable tumeur pancréatique, parce qu'elle ne naît pas au niveau du pancréas. Elle naît ailleurs, dehors, et elle est enchâssée dans le pancréas. D'accord? Et le fait qu'elle vient des crêtes germinales et qu'elle contient du stroma ovarien, c'est pour ça qu'on va trouver ce cystadénome mucineux que chez les femmes. 95% des cas chez la femme, parce que c'est la femme qui a le stroma ovarien. Et les 5% qui restent, les hommes qui restent là, ben, il s'agit tout simplement d'hommes qui ont une aberration chromosomique. Une étude a été faite qui a montré que ces hommes-là, finalement, il ne s'agit pas de vrais hommes, en fait, si on peut dire ça, mais des hommes qui ont des aberrations chromosomiques. Et donc, si vous trouvez un cystadénome mucineux chez un homme, hmm, OK? Alors, ici, vous avez le cystadénome de localisation postérieure, comme on vient de dire, dans la partie entre le corps et la queue, d'accord? De façon exophytique et vous allez voir toujours devant la surrénale gauche. Toujours devant la surrénale gauche, on va dire. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, regardez cette lésion, par exemple. Si on voit cette lésion, regardez comment elle est. C'est une lésion d'abord kystique, OK? Elle a une forme ronde. Il n'y a pas de lobulation. Ça, c'est très important. Deuxième chose. Troisième chose, localisation postérieure au niveau du pancréas. Vous voyez? Quatrième, il est dans le corps et la portion corps que corporeo-caudale. Hmm. Et il n'y a pas de parenchyme qui va border la partie postérieure de cette lésion ici. C'est typiquement à l'imagerie, on fait le diagnostic de cystadénome mucineux. C'est parmi les rares lésions euh, où on peut dire avec une grande fiabilité le diagnostic sur l'imagerie. D'accord? Donc vraiment, il faut retenir ces lésions. Regardez par exemple cette lésion-là. Vous voyez ici, on a le pancréas, d'accord? On a la lésion qui est là, d'accord? On a ici une petite partie de la queue qui est là. Alors là, la lésion, elle est toujours ronde, ok? Il n'y a pas de lobulation. Il n'y a pas de lobulation. Ça veut dire la forme extérieure. Ici, quand je dis forme extérieure, c'est vraiment cette paroi. Je ne regarde pas la paroi interne. Non, je regarde la paroi à l'extérieur. À l'extérieur, elle est ronde et elle est régulière. Bien sûr, si je regarde la partie interne, je vais voir qu'il y a des petites indentations ici. Non, c'est pas la chose à voir. Il faut voir vraiment la partie tout extérieure. Ici, regardez, tout extérieur, elle est bien régulière, elle est bien ronde. OK? Elle est ronde. Je vois que la partie externe, elle est exophytique et il n'est pas bordé par le parenchyme pancréatique. Vous voyez? Et là, et la paroi, elle est épaisse. C'est pas comme le pseudokyste qu'on a vu tout à l'heure. On a dit, ça peut contenir des septa. Et il y a un septa ici. D'accord? Je sais la dernière conférence. Et donc, là, on est vraiment devant, on peut dire de façon assez fiable qu'il s'agit d'un cystadénome mucineux. D'accord? Une chose qui peut vous aider, regardez par exemple si je tombe sur une lésion pareille. Hmm? Une lésion pareille, regardez. Je ne me fais pas avoir par ces choses-là. D'accord?
je fais toujours les choses d'une manière assez disciplinée. Je regarde la forme extérieure. La forme extérieure, elle est ronde finalement. Elle est ronde. Il n'y a pas de lobulation. Il n'y a pas de lobulation. Ici, c'est ça le truc. Regardez. C'est rond, c'est régulier, il n'y a pas de lobulation. Donc, je suis devant une forme ronde. La première chose. D'accord? Je vois qu'il est vraiment volumineuse et exopancréatique. Il est vraiment exopancréatique. Et il n'est pas bordé par le parenchyme. Il n'est pas bordé par le parenchyme pancréatique, vous voyez? D'accord? C'est un cystadénome mucineux. Une chose qui peut aider, c'est quand on a, par exemple, cet aspect, il est assez typique aussi parce que c'est ce qu'on appelle le kyste dans le kyste. C'est pas le kyste à côté du kyste, non. Ce sont des kystes qui sont dans le kyste, dans le grand kyste ici. D'accord? La forme est toujours ronde, il n'est pas lobulé. Et donc, c'est le kyste dans le kyste. Le kyste dans le kyste, c'est en faveur aussi de cystadénome mucineux. Alors, regardez ce cas. Femme de 41 ans. Et on a le pancréas ici. Et ici, on a cette lésion. Vous voyez la lésion. Ça, c'est sur le scanner. Toujours, je n'ai jamais étudié une lésion kystique sur le scanner seul. Jamais, jamais, jamais. C'est le scanner et l'IRM. Toujours. Alors, regardez sur la séquence T2. Voilà. La lésion, elle est bien ronde. Elle est homogène. D'accord? Et surtout, regardez, elle est exophytique. Il n'y a pas de parenchyme derrière. Vous voyez? Il n'y a pas de parenchyme derrière. Ici, elle est dans la région postérieure du pancréas. Elle est dans la région corporeo-caudale. D'accord? Et donc, là, je peux dire qu'il s'agit d'un cystadénome mucineux. Sans problème. D'accord? On va continuer. Il n'y a pas de communication. Et il n'y a pas de communication. Alors, si je vous demande de regarder avec moi cette image, celle-là, il s'agit bien de lésion kystique. Hmm? Elle est bien ronde, elle n'est pas multilobulée. Mais est-ce qu'elle est exopancréatique? Non, elle n'est pas exopancréatique. Elle est vraiment intrapancréatique. Est-ce que j'ai le droit d'évoquer le cystadénome mucineux dans ce cas? Non. Vous voyez? Non. Parce qu'il faut que ça soit vraiment exopancréatique. Il faut que ça soit cette partie postérieure qui ne soit pas bordée par du parenchyme. Là, on voit très bien le signe de l'éperon. Il est bordé par le parenchyme. Et il est vraiment tout en intrapancréatique. Donc, ce n'est pas un cystadénome mucineux. Donc, déjà, elle n'est pas exopancréatique. Quand on regarde, elle n'a pratiquement pas de paroi. Ce n'est pas une paroi qui est épaisse, d'accord? Donc, ce n'est pas en faveur d'un cystadénome mucineux. Donc, on a beaucoup de choses qui n'est pas... Et on n'a pas de contexte particulier. Donc, vous voyez, c'est pas exopancréatique. Il n'y a pas de paroi épaisse qui prend le contraste. Il n'y a pas de contexte particulier. Dans ce cas, une étude biochimique est nécessaire. Ça veut dire quoi, une étude biochimique? Ça veut dire que je fais une étude du liquide. Il faut ponctionner et étudier le liquide, d'accord, pour pouvoir faire la part des choses, d'accord? Donc, si je résume encore le cystadénome missineux, d'accord, pour être vraiment plus clair, c'est une tumeur kystique qui atteint les femmes, qui atteint vraiment les femmes. C'est une tumeur qui est ronde, d'accord, à paroi épaisse ou qui se rehausse ou avec des septa, d'accord. Mais la localisation, elle est assez typique parce qu'il est postérieur dans la portion corporeo-caudale. Elle est exophytique et il n'y a pas de parenchyme derrière. Et surtout, c'est une lésion qui est unique et il n'y a pas de communication avec le canal pancréatique. La troisième lésion qui est ronde et qui n'est pas multilobulée, c'est ça. C'est quand on a une lésion avec une composante solide ou un nodule. Là, ça ne peut s'agir que de tumeurs, c'est soit le cystadénocarcinome mucineux, soit ce qu'on appelle la tumeur solide et pseudopapillaire. De toute manière,
On ne va pas s'attarder sur est-ce que c'est un cystadénocarcinome mucineux, est-ce que c'est une tumeur solide pseudopapillaire. C'est une tumeur à opérer. Et il faut surtout pas la ponctionner. Surtout pas ponctionner ces lésions kystiques. Pourquoi? Parce que quand on ponctionne ces lésions kystiques, il y a systématiquement un essaimage du liquide et des cellules malignes au niveau du péritoine. Et donc, il faut surtout pas ponctionner une lésion kystique qui a une composante solide ou un nodule mural. C'est une lésion à opérer. Et dans ce cas, l'imagerie aura pour rôle de faire le bilan d'extension, de voir l'atteinte vasculaire et tout ça, mais pas de, on ne va pas plus que ça dans le diagnostic. D'accord? Alors, quand on est devant un cystadénome mucineux, quand est-ce qu'on va parler de est-ce que c'est un cystadénome mucineux bénin ou malin? On a dit que 10% des cystadénomes peuvent dégénérer et donner un cystadénocarcinome. D'accord? Eh bien, tout simplement en regardant, parce que soit on aura une, un aspect hétérogène sur la séquence T2, une paroi qui va être très épaisse, qui dépasse 5 mm. Quand on a un nodule mural ou carrément un contingent solide, et quand on a un rehaussement au niveau de la paroi. Et l'association, elle est très évocatrice. Par exemple, regardez ici, si on ne va pas s'attarder, qu'est-ce que c'est? On a une lésion kystique, ok, mais on a un contingent solide. Dès qu'on a un contingent solide, tout s'arrête. C'est une lésion à opérer. Il n'y a plus de raisonnement à faire. D'accord? La tumeur solide et pseudopapillaire, la même chose, hein. Au début, c'est une tumeur solide. Et après, il y a cette liquéfaction de la tumeur solide et cette nécrose hémorragique. Et donc, on peut le voir, par exemple, en IRM, c'est assez facile quand on a la nécrose hémorragique, qui est bien visible en T1 ici, qui est en hypersignal T1. D'accord. Et surtout, 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 il ne faut pas s'amuser à ponctionner le liquide ici. Non. Si vraiment vous tenez à faire une biopsie, on doit faire une biopsie de la portion solide et ne pas s'amuser à ponctionner le liquide à ce niveau. D'accord? Chirurgie et pas de ponction, c'est ce qui est écrit en rouge. Donc, c'est ça le réflexe à faire en imagerie. Donc, on a vu la gamme un peu des lésions rondes, mais on n'a pas vu toutes les lésions rondes, mais on a vu les lésions rondes les plus fréquentes, à savoir le pseudokyste, d'accord? Et on a vu le diagnostic, comment on fait le diagnostic, et la tumeur kystique, ce qu'on appelle le cystadénome mucineux, d'accord, qui est une tumeur de la femme, d'accord, stroma euh, ovarian-like, d'accord. On a vu la localisation exacte de cette tumeur et les caractéristiques. Et puis, le réflexe à faire quand on a une composante solide, la composante solide, quand on a une lésion kystique avec une composante solide ou avec un nodule mural, c'est une lésion à ne pas ponctionner, d'accord? Et donc, il faut vraiment, quel que soit le type de cette tumeur, un cystadénocarcinome ou une tumeur, comme on a dit, solide papillaire, là, il faut vraiment faire la chirurgie. Il y a d'autres tumeurs, bien sûr, rondes. Il y a la tumeur, par exemple, neuroendocrine kystique. Ce n'est pas quelque chose de fréquent, c'est rare. C'est une tumeur kystique qui va se manifester par une paroi qui est épaisse et qui va se rehausser à la phase artérielle. D'accord? À la phase artérielle, on va avoir un rehaussement intense à la phase artérielle, mais ça reste une tumeur rare. Et puis le diagnostic se pose vraiment à l'octréoscan et pas, on le suspecte au scanner et à l'IRM et le diagnostic se pose à l'octréoscan. Il y a d'autres tumeurs, mais qui sont vraiment rares. On va retenir que les tumeurs les plus fréquentes maintenant. On va passer aux tumeurs qui sont multilobulées. On a dit la forme extérieure est multilobulée. On va voir de quelle tumeur il peut s'agir. D'accord? Alors, la première tumeur, la plus fréquente, c'est le cystadénome CRE. C'est une tumeur bénigne, hein, mais il a une forme assez particulière aussi, hein. C'est une forme
multilobulés comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la juxtaposition des kystes. C'est des kystes juxtaposés. D'accord? Et la forme la plus commune, c'est la forme microkystique. Il y a des microkystes comme ça, qui sont vraiment juxtaposés et qui a un rehaussement modéré des cloisons et qui contient, regardez, voilà la forme multilobulée, vous voyez, c'est pas la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une forme multilobulée. On voit qu'il y a multiples kystes, vous voyez ici, d'accord? Et puis, il y a ce qu'on appelle cette cicatrice centrale ou fibreuse qui peut contenir une calcification. Et donc, vous voyez que sur l'IRM, on ne peut pas voir la, 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 la calcification, on peut la suspecter, mais le scanner est nettement meilleur en matière de calcification. Le problème ici dans cette tumeur, c'est quoi? C'est que comme toutes les autres tumeurs kystiques, c'est qu'on ne peut pas se fier à un seul examen d'imagerie. Il faut absolument faire le scanner et l'IRM, obligatoire. Parce que le scanner, il donne des signes et l'IRM permet de donner d'autres signes. Donc, c'est l'association des deux qui nous permet de poser les diagnostics. Ubiquitaire, ça peut être n'importe où. Localisation, on va avoir une tumeur unique, on va dire. D'accord? Et il n'y a pas de communication. Et ça, c'est très important parce que ça permet de faire le diagnostic différentiel avec des autres tumeurs multilobulaires. C'est une tumeur bénigne de la femme. On a dit ce sont de nombreux kystes de petite taille qui sont juxtaposés autour d'une cicatrice centrale fibreuse. Le contenu est séreux, pas comme l'autre, d'accord? On peut avoir des formes macrokystiques, oligokystiques, et surtout, il s'agit d'une tumeur bénigne. Donc, il n'y a pas de résection chirurgicale, sauf s'il y a une complication compressive due, par exemple, à un volume énorme qui va sténoser, par exemple, le canal pancréatique ou qui va sténoser la jonction pancréatique, vous voyez. Et donc, c'est très rare où un cystadénome séreux est opéré. C'est pour ça qu'il faut vraiment poser le diagnostic d'une manière assez sûre. Regardez l'aspect. Si on voit sur le scanner, on voit absolument rien. Même la forme, regardez, multilobulée, on n'arrive pas à la voir correctement. On ne sait pas est-ce que c'est une lésion kystique pure, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez que ce n'est pas évident que sur le scanner. Mais ça pouvait aider s'il y avait une cicatrice ici calcifiée. Mais sur l'IRM, on voit la forme multilobulée. Regardez, on voit qu'il y a une forme qui est multilobulée. Vous voyez, il y a une forme qui est multilobulée assez particulière. D'accord? On voit qu'il y a la juxtaposition des kystes avec les cloisons qui sont là-dedans. On voit qu'il y a une cicatrice ici fibreuse, vous voyez. Et donc, c'est assez typique. C'est assez typique, vraiment. Et les cloisons qui vont se rehausser, vous voyez, ça se rehausse, les cloisons. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Là, on ne voit pas la cicatrice, vous voyez, mais sur l'IRM, on voit la cicatrice. Et ça, c'est très important pour poser le diagnostic de cystadénome séreux, qui est une tumeur bénigne. Bénigne. Là, par exemple, on voit la forme multilobulée. Vous voyez, tac, 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 c'est une forme multilobulée. OK, assez volumineuse. On voit la cicatrice centrale, vous voyez, qui est calcifiée sur le scanner. On voit le rehaussement des cloisons, vous voyez, de la paroi et des cloisons. C'est assez particulier et c'est assez typique pour pouvoir parler d'un cystadénome séreux. D'accord? Donc ça, c'est très... Et on peut le trouver n'importe où au niveau du pancréas. On peut le trouver au niveau de la tête, au niveau du petit pancréas, on peut le trouver au niveau corporeo-caudal. Il n'y a pas de... D'accord? Il n'y a pas de localisation préférentielle. Mais en général, c'est une tumeur qui est unique. C'est pas multiple tumeurs, c'est unique. Et il n'y a pas vraiment de communication avec le canal principal. On va trouver qu'il peut être accolé, mais qui n'est pas, il n'y a pas de communication. On ne voit pas de communication avec le canal principal. Ici, par exemple, regardez, assez typique, vous voyez la forme multilobulée. La première chose, la paroi externe, elle est multilobulée. Voilà. La présence de multiples kystes. On peut avoir des macros, on peut avoir des microkystes, vous voyez.
la présence de la cicatrice fibreuse ou calcifiée, d'accord, ici, centrale, vous voyez, la prise de contraste qui se fait au niveau des cloisons, c'est important. Et donc là, et le fait qu'il n'y a pas de communication avec le canal pancréatique. Donc on a tous les éléments qui nous permettent de dire de façon assez sereine qu'il s'agit d'un cystadénome séreux et donc c'est une tumeur bénigne, il n'y a pas de problème, on ne fait rien, il n'y a pas de résection, on ne fait absolument rien. D'accord? Si on résume, regardez, femme, forme extérieure multilobulée, d'accord? Il est formé de microkystes juxtaposés avec cette cloison, avec un rehaussement des cloisons et avec cette cicatrice centrale fibreuse qui peut être calcifiée. On peut le trouver n'importe où au niveau du pancréas et il n'y a pas de communication avec le canal pancréatique. Donc ça, c'est la première tumeur multilobulée. On va voir la deuxième et la dernière, c'est ce qu'on appelle les TIPMP. Ah, les TIPMP, il y a souvent ça, regardez, cette forme multilobulée. On va voir quand est-ce que les TIPMP vont donner cette forme multilobulée, parce qu'ils ne donnent pas toujours cette forme. C'est quoi TIPMP? C'est une tumeur intracanalaire papillaire émissineuse du pancréas. C'est la tumeur kystique vraie la plus fréquente. Vraiment, malheureusement, tumeur kystique vraie. Et il y a trois formes. Il y a la forme où il y a une atteinte du canal principal et dans ce cas, on va avoir une dilatation du canal pancréatique et donc on ne va pas avoir du tout une lésion cystique du pancréas. Et il y a la forme où on a l'atteinte des canaux secondaires. D'accord? Et cette atteinte des canaux secondaires, c'est ce qui pose le problème de lésion kystique du pancréas. Parce que là, c'est très facile. Là aussi, c'est très facile. Ça, c'est une atteinte, on va dire, totale du canal principal. Ici, c'est une atteinte élective et assez, euh, on va dire, segmentaire du canal principal. Ici, c'est une atteinte du canal secondaire, des canaux secondaires. Et c'est là le problème et c'est là où le problème se pose. C'est ici où le problème se pose. En sachant que les TIPMP, ils peuvent dégénérer, ils ont un potentiel malin assez élevé et donc il faut savoir les différencier des autres tumeurs kystiques. Voilà, c'est très important. Donc on va voir cette atteinte des canaux secondaires. On a dit dilatation des canaux secondaires qui va se faire en grappe de raisin, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. La prévalence des formes malignes, si atteinte isolée des canaux secondaires, est 24%. Vous voyez, la prévalence de la malignité est très élevée dans cette forme isolée des canaux secondaires. Comment on va voir cette TIPMP? Comment on va les voir, justement? Ben, tout simplement, on va voir une tumeur kystique, ok? Mais il faut absolument que cette tumeur kystique ait une communication. Il faut absolument voir la communication avec le canal principal pour pouvoir parler d'une TIPMP. Et ça, c'est très important. Vous voyez que, par exemple, cette tumeur kystique, elle est multilobulée. OK, elle est multilobulée, mais est-ce qu'on voit la communication? On ne sait pas. On voit qu'elle est collée, mais on ne sait pas est-ce qu'il y a une communication ou pas. Comment faire dans ce cas? Dans ce cas, dans votre compte rendu, quand vous faites le compte rendu, vous ne devez pas vous aventurer et dire qu'il s'agit d'une TIPMP. Non, vous allez exprimer exactement le problème. Vous allez dire, voilà, je vois qu'il y a une tumeur qui est kystique, multilobulée, il se trouve ici, à cet endroit-là, elle mesure tant sur tant, mais elle est collée au canal principal sans pouvoir déterminer est-ce qu'il y a une communication ou pas. Parce que si je trouve une communication, c'est une TIPMP. Si je ne trouve pas de communication, je tombe dans d'autres formes. Ça veut dire, ça peut être tout simplement un cystadénome séreux dans sa forme macrokystique ou oligokystique, où il n'y a que peu de kystes. Il y a un seul kyste ou deux ou trois. Donc, c'est très important de faire la part des choses. Sauf que dans le cystadénome séreux
il faut rien faire. Et dans le TIPMP, il y a une conduite à tenir, il faut voir s'il faut opérer ou pas. Si on n'opère pas, comment on surveille, c'est très codifié. Et dans ce cas, ce qu'il faut faire, et c'est ça l'intérêt du gastrologue dans le diagnostic, c'est de faire une écho-endoscopie. L'écho-endoscopie va permettre de voir de façon beaucoup plus claire est-ce qu'il y a ou pas une communication. C'est très important. Non seulement de voir est-ce qu'il y a ou pas une communication, mais aussi d'étudier le contenu de cette lésion kystique ici, parce que on peut avoir des petits nodules et qu'on ne peut pas voir de manière assez claire sur les examens d'imagerie. Et donc, dans ce cas, il faut vraiment être très prudent et dire qu'on a une lésion kystique, il est multilobulé, voilà, il est constitué de ça et ça, voilà les mesures, il est collé au canal principal, mais je ne peux pas vous dire est-ce qu'il y a une communication ou pas, et c'est l'intérêt de l'écho-endoscopie. C'est une tumeur qu'on peut trouver à tout âge. Mais voilà, elle a une forme extérieure qui est multilobulée. Elle est multikystique. On peut trouver des septa, mais il n'y a pas de calcification. Elle peut être n'importe où, mais surtout, surtout, regardez, si vous tombez sur une tumeur kystique au niveau du crochet, ça a une grande chance ou la malchance d'être une TIPMP. Les tumeurs kystiques du crochet, c'est une TIPMP jusqu'à preuve du contraire. Et puis, vous voyez la différence, c'est que on ne peut dire qu'il s'agit d'une TIPMP que quand on a une communication bien codifiée, bien claire au niveau du canal principal. La tumeur kystique doit avoir une communication avec le canal de Wirsong pour pouvoir parler d'une TIPMP. Si on n'arrive pas à le voir sur l'imagerie, on va dire qu'elle est collée, elle est vraiment adjacente, elle est juxtaposée au canal principal, mais qu'on n'arrive pas à avoir la communication. Et c'est ça l'intérêt de l'écho-endoscopie. C'est très important. Alors, quand on voit, par exemple, la communication, quand est-ce qu'on va dire est-ce que c'est une TIPMP qu'il faut opérer ou pas? Quand est-ce qu'il faut opérer une TIPMP? Quand il s'agit d'un kyste céphalique avec ictère, ça veut dire je tombe sur la lésion multilobulée qui communique, la lésion kystique multilobulée qui communique avec le canal principal au niveau de la tête et qui donne un ictère. Là, c'est une indication opérée. Quand on a un bourgeon endokystique rehaussé, quand on a un bourgeon endokystique rehaussé qui dépasse 5 mm, c'est une indication opérée. Et quand on a une dilatation du canal principal qui dépasse 10 mm, ça veut dire qu'il y a vraiment, c'est une tumeur qui sténose et là, il faut opérer. Voilà les trois indications d'une intervention chirurgicale pour devant une TIPMP. Sinon, si on n'a pas ces trois signes qui sont de haut risque de malignité, il y a ce qu'on appelle les signes d'inquiétude, worrisome signs. C'est quoi ces signes d'inquiétude? C'est quand on a une formation kystique qui dépasse 3 cm, quand on a un épaississement de la paroi ou une prise de contraste de la paroi, quand le canal pancréatique n'est pas vraiment très dilaté, n'est pas à 10, mais il est supérieur à 6, il n'arrive pas à 9 mm, mais ça reste quand même dilaté parce que dès qu'on dépasse 5 mm, c'est une dilatation du canal pancréatique. Donc on a une dilatation, mais qui n'est pas franche, il ne dépasse pas 10 mm. Quand le nodule mural existe mais qui ne prend pas le contraste, c'est très difficile de voir le contraste du nodule mural. Quand on a un changement du calibre brutal du canal pancréatique avec une atrophie d'amont. Donc, ce sont vraiment les signes d'inquiétude. Et dans ce cas, quand on a un des signes d'inquiétude, c'est l'écho-endoscopie. C'est l'écho-endoscopie obligatoire. Et quand l'écho-endoscopie va rechercher ces signes-là, ça veut dire, est-ce qu'il y a un nodule mural qui dépasse 5 mm? Est-ce qu'il y a une atteinte du canal principal? Et là, c'est la chirurgie. Sinon, on va voir la taille du plus grand kyste. Est-ce que c'est un kyste qui est inférieur à 2 cm ou il est supérieur à 2 cm?
Pourquoi? Parce que s'il est inférieur à 2 centimètres, la surveillance va être assez espacée. Il va être tous les 2 ans, par exemple. Par contre, si la taille du grand kyste dans le TIPMP est supérieure à 2 centimètres, là, la surveillance va être assez étroite. Elle va être tous les 3 à 6 mois, vous voyez, en alternant l'échoendoscopie et l'IRM. Et si, même si par exemple, il est supérieur à 2 centimètres et ça ne contient rien il n'y a pas de nodule mural, il n'y a pas d'atteinte du canal principal, il n'y a pas de cellules malignes dans la cytologie, et le sujet est jeune, eh ben, on discute fortement la chirurgie chez le sujet jeune. Parce que, euh, pour plusieurs raisons qu'on peut discuter par la suite, si vous voulez. D'accord? Donc, regardez par exemple ici, on a ça, on a la forme multilobulée. C'est une lésion kystique, il a la forme multilobulée. Mais il est collé au canal principal, mais on ne sait pas, on ne voit pas la communication. On voit qu'il est juxtaposé, mais il n'y a pas de là, c'est une indication à l'écho-endoscopie. C'est l'écho-endoscopie qui va faire la part des choses. Non seulement il va voir est-ce qu'il y a une communication ou pas, il va voir aussi s'il y a un nodule mural. C'est très important. Et il va étudier vraiment, et on peut faire une cytoponction aussi. Donc, c'est très important. Donc, si on résume un peu tout ça, si on résume la situation, regardez, quand on est devant une lésion kystique, on est devant une lésion kystique du pancréas. Dès qu'on tombe sur une portion solide ou un nodule mural, c'est la chirurgie. Peu importe, on s'en fout à la limite de quoi il s'agit. Parce que de toute façon, ça va être soit un cystadénocarcinome, soit une tumeur solide et papillaire, soit un truc. Vous voyez, c'est quelque chose de... Non, ok, c'est quelque chose de chirurgical. On ne ponctionne pas. On ne ponctionne pas. On peut biopsier. Hein, parfois, on peut biopsier la portion solide, mais on ne ponctionne pas la partie liquide. Donc ça, c'est déjà fait. Si je n'ai pas de bourgeon tissulaire, j'ai pas de portion solide, je vais étudier la forme. Est-ce que c'est une forme ronde? Est-ce que c'est une forme multilobulée? Si j'ai une forme qui est ronde, eh ben, je regarde la paroi. Si la paroi est fine et j'ai, par exemple, un antécédent de pancréatite et tout ça, c'est bon, c'est un pseudokyste, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, j'ai la paroi qui est fine et je n'ai pas d'antécédent de pancréatite, je n'ai rien, ça veut dire j'ai tout pour dire qu'il s'agit d'un pseudokyste, mais je n'ai pas la clinique, je n'ai pas le terrain. Là, c'est très important d'avoir le terrain pour parler du pseudokyste. Si j'ai pas le terrain, si j'ai pas de pancréatite, pas d'éthylisme, pas de traumatisme, il faut faire la ponction. Obligatoire, il faut faire la ponction. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber sur un cystadénome missineux. Voilà, donc ça, c'est très important. D'accord? Si, par exemple, j'ai une paroi qui prend le contraste dans la phase artérielle pure, on a dit qu'il faut penser à une tumeur endocrine kystique qui n'est pas très fréquente. Maintenant, si la paroi est épaisse, d'accord, qu'on est, par exemple, on n'a pas de prise de contraste qui se trouve au niveau de la tête, il faut penser à un cystadénome. D'accord? Maintenant, quand on est devant une forme multilobulée, la forme multilobulée, c'est simple. Il faut voir est-ce qu'il y a une communication avec le canal ou pas. S'il y a une communication, TIPMP. S'il n'y a pas de communication, c'est un cystadénome séreux. D'accord? Et le cystadénome séreux, on a vu la forme assez typique, la forme multilobulée, OK, unique, les cloisons qui se rehaussent et la cicatrice fibreuse centrale. Voilà pour un peu schématiser un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout simplement devant toutes les lésions kystiques. Les signes cliniques sont importants. On a vu l'importance du terrain. Éthylisme chronique, pancréatite aiguë ou chronique, traumatisme pancréatique pour pouvoir parler de pseudokyste. Obligatoire. Forme extérieure. Est-ce que c'est une forme ronde?
Est-ce que c'est une forme multilobulée? La paroi, est-ce que c'est une paroi fine ou épaisse? Le contenu, est-ce que c'est un contenu homogène? Est-ce qu'il y a des septa? Est-ce que c'est une forme microkystique? Est-ce que c'est un kyste dans le kyste ou c'est des kystes juxtaposés? Est-ce qu'il y a une cicatrice fibreuse? Tout ça, ça aide énormément. La localisation, vous avez vu pour la localisation postérieure dans la région corporeo-caudale avec la portion exophytique, c'est très important pour parler d'un cystadénome mycineux. Le nombre, est-ce que c'est une lésion unique? Est-ce que c'est multiple? Parce que les TIPMP, en général, ils sont multiples. D'accord? Et la communication, est-ce qu'il y a une communication avec le canal principal ou pas? S'il y a une communication avec le canal principal, c'est TIPMP. TIPMP. Pas de communication, on pense aux autres tumeurs tranquilles. Donc voilà en gros euh, la conduite à tenir de manière assez simplifiée, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de détails que j'ai pas dit pour ne pas alourdir en fait l'exposé. Il vaut mieux retenir peu de choses pour ne pas être embrouillé dans les raretés. Voilà. Et Merci on beaucoup passe aux questions si vous voulez, hein. à vous, hein. L'exposé était très clair et limpide. C'est vrai qu'il ne manquera pas de questions, mais je crois qu'il faut redire le mérite de cet exposé qui clarifie les choses et en nous donnant des stratégies comme des petits cailloux à mettre dans la poche, hein. Ça nous aidera un jour à retrouver notre chemin. Mais si vous permettez, moi, je proposerais qu'on prenne deux, trois panélistes qui vont parler 5 minutes et comme ça, on prend les questions en une foulée. Donc, je proposerais quand même avoir d'abord le professeur Leboise qui s'est connecté en premier, mais 5 minutes chacun. Après lui, ce sera un chirurgien et puis un gastro-entérologue. Et les autres pourront aider dans la discussion. Comme ça, on laisse aussi à l'auditoire au moins 40 minutes pour la discussion. Ça vous va? Vous êtes connecté? Je ne sais pas si Oui, vous je avez suis un là. commentaire sur ce que professeur Najwa vient de nous donner comme. Non, commentaire, c'est d'abord vraiment bravo, hein, professeur Touil, vraiment bravo. Et je dois rencontrer Hicham Lanapat le mois prochain à Casa. J'espère qu'on va avoir le temps en présentiel de discuter. Mais sinon, c'est très bien. Un topo simpliste, mais qui a vraiment fait la synthèse et vraiment, c'est très bien pour les jeunes. Bien. En ce qui concerne si vous voulez, la participation, l'apport de ma spécialité de l'anatomie pathologique par rapport aux lésions kystiques pancréatiques, vous avez suivi l'exposé du professeur Toil. Donc, ça dépend. Donc, les comptes rendus, les résultats n'a pas est très dépendant, un, du préanalytique, dans la phase préanalytique, tout ce qui est information et tout ça, et deux, de la qualité de matériel qu'on va nous envoyer. Vous voyez? Donc, si vraiment on n'a pas tenu compte de tout ce qu'il y a comme préalable en amont, et bien sûr, la qualité de matériel qui va être envoyé en appart n'est pas optimale, ne vous attendez pas, il n'y a pas à faire de miracle, ça va être difficile. Mais du moins, c'est aussi l'occasion d'insister auprès de vous, hein, radiologues, et bien sûr les amis cliniciens qui les suivent. Souvent, on oublie que les pathologistes, il est d'abord médecin. Donc, il a besoin des renseignements cliniques, il a besoin des renseignements biologiques, l'examen biologique et paraclinique de façon générale. Donc, il faudra penser quand vous demandez, vous envoyez une pièce pour analyse histopathologique, pensez à faire, à remplir correctement les bons, en mettant le maximum d'informations possibles. Parce que vraiment, les informations cliniques, les informations paracliniques nous sont souvent nécessaires pour asseoir, pour donner un diagnostic cohérent et compatible. Mais sinon, je ne vais pas être long. Les lésions kystiques pancréatiques chez nous, on commence à en voir de plus en plus. C'est l'occasion de dire
en fait, de louer la collaboration avec les gastro. J'espère que le professeur Chimpi me suit ou Tony. Tony Shindano, bonsoir si tu nous suis. Donc, c'est l'occasion Bonsoir, bonsoir, je vous parce suis. que de plus en plus, on a des prélèvements. Ouais, des prélèvements venant de vous. Donc, vraiment, faisons un effort de monter ensemble. Hein. L'endoscopie digestive va monter. La NAPAT, on fait un effort. Le plateau technique, aujourd'hui, on est à la de pathologie digitale. Donc, c'est hyper important qu'on arrive à faire cette symbiose-là pour que les plateaux techniques soient équilibrés et on pourra comme ça former suffisamment, former en temps réel et correctement et rendre des services à la communauté. Et bien sûr, la partie recherche, ça sera un peu après. Voilà mon petit commentaire, mais sinon, professeur Touil, bravo pour vraiment de façon didactique. C'est un topo simpliste, comme tu as dit, abrégé, mais vraiment des éléments essentiels. Je préfère m'arrêter là. Docteur Maéché, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur. Bienvenue. Le message est clair. Vous insistez sur la qualité de l'échantillon que vous envoyez pour que vous soyez le plus efficace possible. Est-ce qu'on prend directement le relais du gastro parce que je vois que le professeur Shindano est là. Est-ce qu'il a 5 minutes pour nous dire qu'est-ce qu'il en est pour répondre et au professeur bienvenue et voir s'il y a deux, trois petits commentaires par rapport à ce que la professeure Touil a exposé. Est-ce que dans votre chose de complémentaire, le temps ne nous rassurer que le professeur Chimpi est aussi là. Professeur Bien, Shindano. merci beaucoup, docteur Maïché. Et avant de commencer, j'aimerais quand même m'excuser pour la dernière fois. Il y a eu un voyage qui est très mal tombé. Malheureusement, je n'ai pas pu être de vôtre. Mais je remercie beaucoup le professeur Najwa pour cette présentation très didactique, très complète et je pense qu'il résume tout, hein, qu'il résume même la clinique. Pour introduire mon propos, euh, la hantise que les cliniciens ont, c'est que quand ils tombent sur une lésion kystique du pancréas, ils se posent la question, est-ce que c'est bénin ou est-ce que c'est à potentiel malin? C'est vraiment une grosse hantise, surtout si le patient est aussi symptomatique. D'autant plus que quand la lésion est de très petite taille, parfois elle n'est pas ponctionnable. Et donc on a cette hantise de se dire peut-être qu'on va passer à côté d'une lésion dégénérative ou bien on Mhm. va faire opérer quelqu'un qui ne devait pas l'être. Oui. Surtout qu'il n'y a pas de biomarqueurs sanguins. Il y a une discussion qui continue d'ailleurs sur les marqueurs tumoraux sanguins, sériques. En fait, on se rend compte que ces marqueurs tumoraux n'augmentent malheureusement que très tardivement et ils augmentent au stade cancéreux déjà, quand le cancer est déjà établi. Et donc ça, c'est la grande question. Bien que c'est un débat d'école, il y a certains collègues européens qui utilisent des formules exponentielles pour évaluer le risque de naissance, mais on s'accorde pour dire que quand les marqueurs sériques augmentent, il est presque tard. Et donc, si les lésions sont bien caractérisées par nos collègues d'imagerie, comme l'a fait le professeur Najad, nous, on est très tranquille parce que ça nous permet de décider par rapport à une cytomponction, par rapport à une surveillance, s'il le faut, euh, et ça nous met plus ou moins à l'aise par rapport à la décision du suivi. D'autant plus que même pour ce qui est des prélèvements, euh, les biopsies parfois des lésions kystiques sont très difficiles. Donc, ça demande une main experte parce qu'il y a un taux d'échec assez élevé. Donc, les éléments que nous apportent nos collègues d'imagerie sont des éléments très précieux dans la caractérisation des lésions et dans les décisions thérapeutiques. Voilà un peu ce que j'avais à dire, mais félicitations pour cette présentation et surtout pour le résumé, le tableau final est très complet. Merci beaucoup. Merci, J'avoue, professeur. en tout cas, les gastrologues, ils ont un apport important vraiment par l'échondoscopie. Malheureusement, il n'est pas vraiment disponible tous les jours. C'est pas un examen qu'on fait tous les jours, malheureusement, mais vraiment, on est impuissant devant plein de lésions. Et l'échondoscopie, c'est ce qui nous permet
d'élucider plein de choses, surtout en matière de TIPMP. Vraiment, on est souvent impuissant, sincèrement. Et donc, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous faites beaucoup d'échoondoscopie? Parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose de... Oui, on a du mal. On a du mal. le D'ailleurs, il professeur y a Chipi, Dr. Sharkawi qui est là et qui a émis le même réflexe de... On a, elle pense carrément que les indications sont surtout en cas de suspicion de migration de calcul biliaire parce que justement, c'est l'indication phare. Mais pour les kystes du pancréas, on n'entend pas parler beaucoup de ça. C'est pour ça que vraiment, les gastros sont très importants, moi, je dirais, même pour nous aider parfois dans la cytoponction de certaines lésions qui savent tout à exactement fait, dire, tout à fait. Parfois, il y très a important. des très petites lésions difficiles à accéder par voie externe. Mais vous avez raison, on va relancer ça encore dans la discussion parce que moi, j'avais retenu que l'échondoscopie était assez spéciale, même si vous n'en avez parlé que pour le TIPMP, mais certains disent que pour les autres lésions, l'avantage de l'échondoscopie, c'est qu'elle peut ponctionner le liquide en préservant ou en évitant l'écoulement dans la cavité abdominale, mais bien sûr, on ne sait pas, bien sûr, on comprend que ça peut des canaux. Mais je préfère qu'on y revienne quand on va débattre. Comme ça, je vais garder cette question, si vous permettez. Professeur Chimpi est dans les parages. Je peux lui accorder aussi 5 minutes. Sinon, un chirurgien, docteur Nzamouchi ou Paul Kassonga, peut nous partager l'expérience qu'ils ont de, de la chirurgie. Bien sûr, on a parlé de quelques indications, mais est-ce qu'il est très facile d'enlever ces kystes et de les envoyer de façon satisfaisante au professeur Leboise et à tout autre anatomopathologiste? Donc, docteur Nzamouchi, sentez-vous libre d'intervenir le temps que les gastro puissent, le deuxième gastro puisse réagir? Pas de questions, pas de réaction. Je regarde votre plage, mais je m'en vais quand même voir déjà si nous avons quelques questions dans le box chat. Voilà, quelqu'un d'autre qui revient encore sur l'échoendoscopie. On dit l'échoendoscopie n'est pas, ça c'est notre collègue Rosia qui donne sa contribution plutôt. L'échoendoscopie n'est pas un examen de routine. J'ai cru qu'elle a des indications, surtout en cas de suspicion de migration calcul biliaire. J'apprends qu'elle a des indications dans les kystes du pancréas. Oui. Donc, je ne sais pas si, professeur Touil, je peux revenir à ma question et voir si vous Justement, avez... c'est pour ça que j'ai riposté concernant le rôle du gastrologue dans le diagnostic des lésions kystiques du pancréas. Justement, pas seulement dans l'échoendoscopie, mais aussi aussi dans le, la cytologie de l'étude cytologique du liquide, c'est très important aussi. Parce on n'en a pas beaucoup parlé dans le topo, justement pour ne pas alourdir l'exposé. Mais l'étude cytologique et biochimique est très importante aussi du liquide. Quand je dis biochimique, ça veut dire les marqueurs ACE, CA19-9, l'amylase, la lipase. C'est très important parce que ça aide énormément pour faire la part des choses dans les lésions kystiques. On a vu que, par exemple, si je trouve un taux d'amylase au niveau du kyste qui est inférieur à 250, je sais d'avance que ce n'est pas un pseudokyste, par exemple. Ça permet d'éliminer un pseudokyste. Un taux, par exemple, d'ACE qui est inférieur à 5,
Là, on sait que qu'on va le trouver dans le cystadénome, par exemple, mucineux. Il y a des détails qui peuvent aider dans tout ce qui est études biochimiques et cytologiques dont je n'ai pas parlé délibérément pour ne pas alourdir le, le cours, on va dire. Mais c'est très important aussi pour le diagnostic, ça aide énormément. Et c'est pour ça que j'ai précisé qu'on est à tenir en imagerie. Parce que je sais que si on rentre dans les autres détails, ça va être un peu plus lourd, on va dire. Alors, il y a une question, docteur Roqeya Chulqawi. L'ictère Vous apparemment avez est clinique assez donc inquiétant. Oui, pardon. euh, on a parlé du CT scan pour le cystadénome mucineux. On a parlé du CT scan pour le pseudokyste versus la nécrose organisée. En ce moment-là, vous nous avez dit qu'elle n'était pas très performante parce qu'elle ne verrait que du feu, tout semblera homogène, alors que l'IRM a l'avantage de voir l'hétérogénéité. Mais qu'en est-il de la mesure quantitative de la densité au CT scan? Si j'ai des éléments nécrotiques de la calcification, est-ce que la mesure quantitative ne pourra pas déceler? Ça, c'est pour les milieux où il n'y a pas une salle d'IRM à côté. C'est pas qu'il est votre. Oui, justement, c'est ça le problème. Alors, je peux aller très loin. Pas Mhm. mal de questions, de lésions qui Mais, paraissent kystiques sur le scanner. Mais vous faites l'échographie, qui paraissait kystique sur le scanner, vous faites l'échographie, vous tombez sur du solide. Je pense que vous avez déjà vu ça pas mal de fois. Ou des lésions qui oui. paraissent solides au niveau du scanner. Vous faites l'échographie, vous voyez que c'est kystique. Donc, le grand problème, justement, c'est que ces critères d'Atlanta étaient vraiment basés que sur les signes scanographiques. Et Oui. sur le scanner, on peut voir plusieurs lésions qui sont homogènes. Mais vous faites l'IRM, vous voyez les subtilités, vous voyez que c'est hétérogène, qu'il y a des choses, qu'il y a des débris à l'intérieur. Je ne parle pas bien évidemment des nécroses qui sont bien évidentes au scanner, ça ne posera pas de problème de diagnostic, mais je parle du contenu du pseudokyste qui peut être vraiment très hétérogène et au scanner, on va le voir complètement homogène et on va juger que c'est homogène et ça, c'est quelque chose qu'on vit de façon assez fréquente, malheureusement. Donc, c'est ça On, on peut, on peut faire d'une manière assez simple. Quand on fait un complément échographique, on arrive à voir beaucoup de choses hein, avec l'échographie. Donc, on ne peut pas, on peut pas exclure l'échographie d'une manière très, on va dire, tranché dans un milieu où il n'y a pas l'IRM, mais vous voyez que l'IRM a sa place pour les détails. Vraiment, en ce qui concerne les lésions kystiques, on a besoin d'étudier les détails. D'ailleurs, euh, quelque chose de très... tous les algorithmes et dans les arbres décisionnels de lésions kystiques en imagerie, c'est l'IRM. C'est l'IRM. C'est pas l'échographie, c'est pas le scanner, mais c'est l'IRM. Et l'IRM avec une technique assez particulière. Par exemple, je me permets de parler d'une chose très importante. C'est que souvent, actuellement, dans les appareils là qui ont les IRM les plus avancés, on fait le 3D CPRM. On fait le 3D, on ne fait pas les 2D. On fait plus le 2D. Mais les 3D, quand on fait le 3D CPRM, on obtient une centaine d'images. Et après, on est obligé de faire une reformation, une reconstruction d'une image comme ça qui est plus globale et qui ne contient pas les détails. Et je me permets d'intervenir. Le 2D CPRM garde sa place d'une manière incroyable en pratique. Et c'est que combien on fait 6 et 3 ça fait 9 coupes. 9 coupes en 3 4 minutes. Et c'est nettement plus clair et ça donne beaucoup plus d'informations que le 3D CPRM qu'on fait maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, il y a des techniques
qui paraissent pas très actuelles. Si on est devant un appareil qui fait les 3D, et on est assez bluffé, mais finalement le 2D est plus important dans le CPRM, vraiment. Et ça, c'est pas moi qui le dis d'une manière subjective, c'est quelque chose qui est émané des différentes études. C'est soit on a une 3D CPRM incroyable qui est vraiment à la, au top, soit on fait les 2D CPRM. Vous voyez? D'accord, Mm. c'est intéressant. Nous demandons alors à l'Assemblée, à ceux qui ont des Et il y avait des préoccupations, questions, en fait. Il y avait des questions tout à l'heure. J'arrive pas à de défiler des la images en discussion. je ne sais pas si vous les avez. J'arrive pas à défiler la discussion pour répondre. Est-ce que vous Oui, pouvez lire les je ne questions? peux pas écrire dessus, Ah oui, mais il y ceux avait l'ictère. L'ictère est apparemment un signe clinique assez inquiétant en cas de pathologie pancréatique. En fait, j'ai parlé de l'ictère, docteur Chelkaoui, j'ai parlé de l'ictère quand on a une TIPMP. Quand on a une TIPMP au niveau de la tête du pancréas avec un ictère, c'est une indication à la chirurgie. Oui, ça c'est quelque chose de vraiment très, très alarmant. C'est une indication à la chirurgie. Alors, docteur Mourabit Mossadegh, image endo-échographique de la communication si possible. Ah, ok. Je vais chercher si j'ai des images parce que je pense que j'en ai. Il faut juste que je... Voilà. Excusez-moi. Ah bah voilà une. Je ne sais pas si vous voyez. oui, oui. Pardon. C'est ça, regardez. Vous voyez là une communication qui est assez claire. On a la tumeur ici, vous voyez, et on a la communication. Là, par exemple, c'est une communication assez claire, mais c'est pas toujours comme ça, hein. On peut avoir la tumeur ici, par exemple, avec vraiment la communication, avec un pertuis qui va jusqu'au canal principal. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, comme c'est le cas ici, par exemple. Vous avez le grappe ici, et vous avez la grappe, et vous avez ici la communication. On peut voir de la même façon. Je ne sais pas si on trouve une autre. Là, par exemple, on voit la communication, c'est la même image qui était agrandie, vous voyez. Et là, ça répond à la question du docteur Cherkaoui. Quand est-ce qu'on opère un TIPP quand c'est au niveau céphalique avec ictère? Oui, voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je ne vois pas encore d'autres questions. Mais professeur Leboise, je ne sais pas si, question d'échange et d'expérience, je ne sais pas si chez nous, on a quand même une grosse activité dans votre département pour rechercher des tumeurs pancréatiques. Est-ce que ça court les rues au Congo avant que professeur Touil nous dise ce qu'il y a au Maroc? Ah oui, j'ai essayé de titiller un peu le professeur Chimpi. Tony Chimpi, mais il répond pas parce que vraiment, honnêtement, depuis qu'il est revenu, donc 2015 par là, oui, 2015, moi 2012, lui il est venu 3 ans après. Donc on voit que de plus en plus le diagnostic, parce que le professeur Chimpi a une expertise, c'est vraiment une meilleure experte par rapport à l'écho-endoscopie. Il arrive à faire beaucoup d'écho-endoscopie par rapport aux lésions kystiques. Donc, on a une petite expérience, on a un papier hein, avec lui. Il faudra peut-être qu'il communique. Je suis en train de demander, apparemment, il est en réunion, il peut pas réagir, sinon il l'aurait déjà fait. Donc, de plus en plus de lésions kystiques pancréatiques sont diagnostiquées ici chez nous. Et vraiment, la petite expérience, donc, on est vraiment en train de colliger et on va communiquer certainement sur ça au AFMED au mois de novembre. Il va y avoir un topo sur ça.
Mais sinon, bon, c'est que, parce qu'on a parlé des lésions kystiques, mais du côté tumeurs malignes, rien à faire. Les tumeurs malignes, les cancers du pancréas sont en train de monter chez nous, de plus en plus diagnostiqués de notre expérience. C'est-à-dire, souvent, quand on a une lésion venant du pancréas, venant de chez Tony, le prof Chimpi, dans un cas sur deux, c'est une tumeur maligne d'emblée. Vous voyez ce que ça veut dire, ce que ça représente. Donc, on est dans une phase ascendante de diagnostic de problèmes au niveau du pancréas et on va cristalliser ça par une communication au cours de AFMED au mois de novembre. Hein. Professeur Touil, vous serez certainement invité pour nous Ok, ça rejoindre fait à un notre plaisir. rencontre annuelle, tous les anciens de la PAC Oui, ici oui. à Kinshasa. Merci. D'accord, j'ai entendu une Justement, voix. alors, il faut juste dire une chose, c'est que déjà, les tumeurs kystiques qui vont arriver chez le chirurgien et arriver chez l'anapathe, l'anatomopathologiste, ce sont des lésions kystiques assez particulières, on va dire, parce que c'est pas toutes les tumeurs, ils sont pas opérables. On a vu, le pseudokyste, on l'opère pas que dans certaines indications, le cystadénome missineux non plus, le séreux non plus. Vous voyez que c'est pas, une tumeur kystique, c'est pas toujours une indication à la chirurgie. Il y a des indications assez précises, et donc ça va venir plus chez le gastrologue, on va dire, que chez le chirurgien et l'anatomopathologiste, en général. Les tumeurs qui viennent J'ai chez le chirurgien, une- ce sont des tumeurs qui sont déjà étiquetées malignes. Mais voilà, donc c'est pas, la plupart sont des tumeurs bénignes finalement. C'est pas ou qui demandent une surveillance pour éviter la dégénérescence et pour guetter les signes de dégénérescence. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt les gastrologues qui peuvent vraiment voir plus, ou les chirurgiens dans les suites de pancréatite. Mais ça, c'est les pseudokystes. Les pseudokystes, en général, la prise en charge est bien codifiée en général. Il y avait une question tout à l'heure pour la dilatation. Est-ce que la dilatation, quand on a une dilatation du canal principal et des canaux secondaires, est-ce que ça veut dire qu'il s'agit d'une TIPMP? Non, non. Il a- la dilatation ne veut pas dire qu'il y a une TIPMP. Quand on a une lésion kystique multilobulée avec la dilatation du canal principal, c'est là où on est devant, où on peut dire, et qui communique, là on peut dire qu'il y a une TIPMP. Parce que c'est quoi la dilatation en fait? Ça vient du fait que les TIPMP, ce sont des tumeurs qui sécrètent de la mucine. Et c'est une mucine qui est très épaisse et qui fait que ça sténose et ça dilate par la suite. Ça dilate ce qui est en aval. Et donc, voilà, une dilatation, ça peut venir de plusieurs types. On peut avoir une tumeur au niveau de la tête qui va donner une dilatation du canal du canal principal avec dilatation des canaux secondaires. Ça ne veut pas dire que c'est une TIPMP. Ça peut être un adénocarcinome, par exemple, qui est la tumeur la plus fréquente, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est pas ça. Non, c'est Oui, pas le oui. fait. Ouais, pardon. Ça, c'était une question du docteur Kankou, qui est un radiologue qui preste en Belgique. Docteur Kankou, vous voulez placer un petit mot pour expliciter un peu Oui, ou... c'est ça. Non, non, mais parce que je crois qu'à un moment donné, c'est ce qui était. On a tiré notre attention sur ça. Dit quand vous avez des canaux secondaires Oui, dilatés en même temps que le canal principal et que vous ne voyez pas une tumeur, par exemple au niveau de la tête du pancréas, il faut penser à une TIMPP. Voilà. J'avais suivi, je crois, à l'époque, un cours chez le professeur Régent. Peut-être que ce sont des données qui sont dépassées aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais un peu avoir plus de précision. Oui, il faut y penser. Effectivement, c'est un message très important. Il faut y penser.
Mais ça ne veut pas dire systématiquement qu'il s'agit d'une TIPMP. Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Dite comme ça, oui. Mais quand on a une dilatation du canal principal avec les canaux secondaires, ça ne veut pas dire systématiquement TIPMP. Et c'est dilatation du canal principal et des canaux secondaires sans tumeur visible, en fait. On peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Et c'est ça, c'est le détail, sans tumeur visible. Ouais, Oui, enfin, je crois que c'était compris. Dans mon esprit, c'était ça. ouais, peut-être ça, oui. Mais juste une question qui trotte dans ma tête le temps que les autres réagissent. Je ne sais pas si professeur Shindano est encore avec nous. Oui, oui, Euh, tout à fait. avec les grands à l'est du Congo, est-ce que vous pensez qu'on a on a quand même des kystes, des lésions kystiques du pancréas comme ça? En fait, c'est une Oui, oui, question qui oui. est, est-ce que alcool égale forcément ou inévitablement lésion pancréatique à la longue? Oui. Justement, c'est ce Ok. que je disais tantôt. Moi, je suis confronté à une série de patientes, souvent de sexe féminin, d'un certain âge, avec des lésions kystiques sans antécédents notables. Pas d'alcool, pas de traumatisme, pas d'intervention sur la sphère pancréatique. Et dont les lésions kystiques sont découvertes dans un contexte de mise au point de douleur abdominale. Alors, ce que j'ai remarqué très souvent, ce sont des lésions d'assez grande taille, très Ok. symptomatiques. Et malheureusement, dans notre contexte ici, les patients sont un peu anxieux en se disant, voilà, le pancréas est considéré comme étant un organe noble. Alors, quand vous passez le message en disant que ça me semble bénin, vu les aspects d'imagerie, Oui. souvent les patients ne sont pas à l'aise de recevoir cette information. Et donc, il y a une certaine pression pour pouvoir être opéré ou pour pouvoir être ponctionné. Souvent, c'est à titre symptomatique. Mais ce qui est vrai, hein, c'est que j'en ai beaucoup. Et comme le professeur Leboise l'a dit, malheureusement aussi, il y a un certain nombre de cancers du pancréas, malheureusement avec des particularités différentes, c'est-à-dire des patients très jeunes avec ce genre de lésions cancéreuses, mais par rapport aux lésions kystiques, très souvent, ces lésions ont les caractéristiques des cystadénomes séreux, mais la grande préoccupation ou la grande pression vient souvent des patients voulant être opérés à tout prix. Mais c'est vrai que la fréquence est élevée, notamment du fait qu'on a des imagistes qui nous aident à les diagnostiquer et à mieux les caractériser précocement. Merci bien, professeur Touy. Vous Je, voulez je intervenir? je pense que dans ce cas, il faudra juste leur montrer les dégâts et Oui, les oui, qualités de vie par la suite quand on opère un pancréas. Ça veut dire oui, que oui, la oui, tout à fait. morbidité post-chirurgie du pancréas Oui, elle est assez lourde, oui, oui, oui. indépendamment indépendamment, on va dire, de la technique de Les chirurgie et techniques du de chirurgien, oui. l'expertise du chirurgien, quel que Mhm. soit dans le monde. C'est la morbidité incroyable, la qualité de vie devient vraiment, Réduite, euh, oui. elle est atteinte d'une manière vraiment très importante. Donc, je pense qu'il faut juste leur expliquer que la chirurgie est très lourde. Et c'est pour ça que, Mhm. d'ailleurs, regardez, d'ailleurs, vous allez voir, par exemple, les études qui se font sur le cystadénome séreux, chez les cystadénomes séreux, qui sont compressives même. Parce qu'on a dit que le cystadénome séreux n'est pas opérable. On ne fait pas de Mhm. résection, on ne fait rien. D'accord? Voilà. C'est une tumeur bénigne, il n'y a pas de problème. Et on n'opère que quand c'est vraiment très volumineux avec des signes de compression. Et même quand on a des signes de compression, on fait le waiting, on attend. Parce que on attend que ça se, vous voyez, on attend au maximum que le Ouais, malade soit vraiment hyper gêné pour opérer, parce que on sait que c'est pas simple après. ouais, C'est ouais, pas. ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Dans ce Ben, cas, oui.
sont des malades, je pense qu'ils croient que c'est comme la vésicule biliaire. Je pense que oui, oui, parce Oui, que oui, ce que vous dites est parfaitement vrai et tout le monde vit la même chose, on va dire. C'est ça. oui, merci. Docteur Chakaoui veut savoir si le cystadénome non compliqué pourrait régresser spontanément. Non, 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 ça augmente de volume, ça ne régresse pas. Il n'y a pas de raison de régresser parce que avec nous, professeur Lesboise, parce qu'il y a une sécrétion, il y a des sécrétions qui se font. Les cellules, il y a un revêtement cellulaire qui va sécréter. Il y aura soit des sécrétions séreuses, et donc ça va faire que ça augmente de volume et ça ne diminue pas. Tout à fait. Oui, Étant donné que ces lésions contiennent des cellules séreuses qui ont une sécrétion continue, hein, la tendance est à l'augmentation, non à la régression. oui, et c'est comme ça que je dis, on est coincé, hein, on ne peut pas opérer et on ne peut pas espérer que ça régresse, hein. Alors, il y a un collègue Aya qui dit pour quand on n'opère pas et que le kyste est symptomatique, c'est quoi le traitement? Oui. Ben, ça Ben, dépend, il y a plus... Oui, Oh, bien. professeur Naja. ben, c'est un traitement symptomatique pur, hein. Il y a pas de... Ça veut dire on va traiter la douleur s'il y a une douleur, vous voyez. On va essayer d'augmenter la qualité de vie, mais voilà. Et si vraiment ça devient hyper gênant, on pèse le pour et le contre pour opérer. En tout cas, je pense que s'il y avait un chirurgien avec nous, on aurait plus d'éclaircissement là-dessus, mais je sais que on évite au maximum d'opérer le pancréas. Vraiment, il faut éviter au maximum de l'opérer. Et je ne sais pas Peut-être si j'ai un répondu petit, à votre question. un petit ajout du gastroentérologue. Parfois, ce qu'il arrive, si le malade est hypersymptomatique, on peut faire une aspiration ou bien un drainage interne. Si on est vraiment, on a tous les critères de bénignité, on peut faire un drainage interne, soit dans l'estomac, avec un drain interne, et ça permet de réduire le volume et de gérer les symptômes. Et ça Euh, se fait par voie endoscopique. oui. Donc, encore une fois, apparemment, l'écho-endoscopie et l'endoscopie en soi sont vraiment salutaires. Il faudrait qu'il y ait des gens qui le maîtrisent et que l'on puisse le demander de plus en plus dans notre pratique. Oui, oui, oui. Mais alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, sinon on ne pourra que clôturer la séance parce que apparemment, tellement le cours était limpide, tout le monde a bien compris et mieux que le professeur Touville elle-même. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, pas de questions, bonne nouvelle. En fait, c'est surtout le sujet n'est pas aussi, on va dire, débattu dans les journées, dans les manifestations. C'est pas un sujet auquel on prête attention, malheureusement. Et donc, je pense que c'est pour plusieurs personnes qui sont là, c'est une découverte peut-être des lésions qui ciblent du pancréas et de la conduite. Et donc, c'est pour ça, c'est pas comme les occlusions, par exemple, tout le monde a une question quelque part. Donc, ça, c'est un peu le sujet délaissé, on va dire, je Oui, vous pense. avez raison. Mais Ouais. je pense, Oui, surtout moi, pour la est-ce que vous permettez maintenance, juste une petite question, peut-être que je n'ai pas bien compris tout à l'heure. oui, docteur. Euh, la surveillance un peu des citadénaux mucineux qui sont de petite taille, il y a, est-ce que vous en avez dit quelque chose? Je ne sais pas. Non, je n'en ai pas parlé. Non, je n'en ai pas parlé. Et pourtant, c'est quelque chose de très important parce que on a dit que le cystadénome missineux, il peut dégénérer. Il y a un potentiel malin qui n'est pas très fréquent, mais dans
10% quand même des cas, il peut dégénérer et devenir un cystadénocarcinome. Et ce qu'il faut vraiment étudier, c'est l'épaisseur de la paroi en général, l'existence d'un nodule ou l'apparition d'un nodule mural, le rehaussement des cloisons aussi, quand le T2, en T2 sur l'IRM, le contenu devient hétérogène. C'est vraiment l'association de ces signes qui fait qu'on pense au cystadénocarcinome, en tout cas. Et la taille a été longtemps débattue. D'ailleurs, docteur Kanko, vous allez trouver plusieurs études qui parlent de la taille en matière de cystadénome mucineux. Mais finalement, ce n'est plus vraiment quelque chose qui compte. C'est vraiment les 4 signes que je viens de dire. C'est vraiment les signes qu'il faut guetter et pas la taille. La taille n'est pas quelque chose qui fait la différence finalement. Et donc, les 4 signes sont les plus intéressants. Et en général, en matière de cystadénome mucineux, on n'a pas besoin vraiment d'écho-endoscopie parce que l'imagerie, on va dire que c'est pratiquement les rares tumeurs où l'imagerie peuvent quand même asseoir le diagnostic avec une certaine fiabilité. Et on fait la surveillance par IRM et pas par écho-endoscopie. C'est pas comme les TIPMP et le reste. Donc, on fait par IRM. Et en général, c'est une surveillance qui n'est pas très rapprochée. Ça veut dire qu'au début, on va le faire 6 mois. Après, ça va être une année. Quand il n'y a plus rien, c'est tous les 2 ans, vous voyez. Donc, c'est assez espacé. Et donc, ce n'est pas aussi alarmant que dans les TIPMP, par exemple. Dans les TIPMP, on prend en considération la taille du plus grand kyste. C'est important. Mais dans les cystadénomes mucineux, non. Il y avait plusieurs études qui parlaient de la taille et tout ça, mais finalement, tout ça, ça a été revu et remis en question. Et finalement, on a gardé les 4 signes importants pour parler d'une dégénérescence ou d'un cystadénocarcinome. J'espère avoir répondu à votre question, docteur Kanko. Oui, oui, merci beaucoup, professeur Tuile. C'est très, très, très bien. Nous La voyons- communication elle-même, elle est limpide, comme on l'a dit tout à l'heure. En tout cas, ça a bien remis les choses dans l'ordre, en ordre dans ma tête. Merci Merci. beaucoup. Merci. Ben, tant mieux alors. Docteur Maïché, je peux ajouter une phrase? Allez-y, professeur. Justement, par rapport au cystadome mucineux, le professeur Nadja a tout dit, mais nous, cliniciens, c'est peut-être la seule indication où nous monitorons aussi le marqueur tumoral sérique, hein, l'antigène carcino-embryonnaire. Et justement, on le monitore au même rythme que les examens d'imagerie. Et toute augmentation doit être considérée comme suspecte par rapport à l'augmentation, par rapport au taux de base. Et donc, ça nous permet de détecter précocement une potentielle dégénérescence. Parfaitement. Je parle que du point de vue étroit du radiologue. Oui, Merci d'être là. Merci d'être oui. là et de me rappeler les choses correctement. En tout cas, c'est ça l'intérêt de communiquer avec les différentes spécialistes parce que c'est toujours enrichissant. Et moi, je parle toujours de mon point de vue, mais, mais c'est vrai que c'est l'un des facteurs très importants de surveillance, en tout cas. En tout cas, c'est à vous de surveiller, les gastrologues. C'est les gastrologues qui Voilà. font. Voilà. Et c'est eux qui envoient le malade pour faire son IRM et sa surveillance et qui manipulent, on va dire, le rythme de surveillance plus que quiconque. Mhm. Nous, on propose et les Oui, oui. gastrologues, c'est eux qui décident finalement. Ben oui, oui, oui. C'est l'intérêt hein, de ça.
avec plusieurs disciplines. On a quand même une demande de Louban qui parle d'images échographiques si elles sont dispo. Je ne sais pas si elle le demande illico presto ou le professeur Touil peut les lui envoyer via le professeur Mata. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu la question, docteur Maïché. Non, non, il y a un collègue qui demande des images échographiques. Alors, je demandais si il pouvait patienter pour que professeur Touil vous les envoie à vous, pour que vous puissiez lui envoyer. On n'est pas sûr qu'elle les a, il l'a maintenant sous la main, je ne Alors, sais pas. sincèrement, je n'archive pas les images échographiques des kystes, des lésions kystiques du pancréas parce que ça ne m'apporte pas vraiment grand-chose finalement. Mais comme vous avez vu, ce que j'archive, c'est plutôt les scanners, les IRM, parce que c'est là où on étudie vraiment très clairement les choses. Euh, à l'échographie, je n'ai pas les détails que je veux. D'ailleurs, c'est pas que moi, hein, c'est quelque chose d'assez spécifique dans le pancréas, en fait. Les lésions kystiques du pancréas, c'est pas l'échographie. Non, c'est l'écho-endoscopie. Et même hein, vous allez poser la question au gastrologue, ce n'est pas évident. Même à l'écho-endoscopie, c'est assez difficile, hein. C'est pas quelque chose de facile. Et ça demande un long entraînement, ça demande un appareil qui est adéquat, ça demande l'expertise du gastrologue. C'est pas quelque chose d'assez facile. Et donc, vous voyez, si l'échographie permettait de faire la part de choses, on n'embêterait pas beaucoup les gastrologues en tout cas, mais non, l'échographie, non. C'est pas l'examen du pancréas. Vraiment, il faut oublier l'idée d'analyser une lésion kystique au pancréas. J'ai parlé tout à l'heure du pseudokyste parce qu'on peut voir le contenu, mais d'une manière, on va dire, pour dépanner. Vraiment pour dépanner, mais c'est pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire, hein. Voilà. Euh, Je sais pas avec la si tu as permission, entendu Dr Louben, en tout cas, euh, je suis désolée, en tout cas, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'apport particulier de l'échographie en matière de lésions kystiques du pancréas. voilà, avec la permission de tout le monde, moi, je me permettrai encore une fois de jeter des fleurs à la professeure Toil qui maîtrise son domaine. Et il n'y a qu'à voir les nombreux messages de félicitations qu'il y a dans le chat box. Et on vous remercie surtout pour cette disponibilité. Moi, je remercierai tous nos fidèles collègues qui viennent contribuer autour de cette table ronde hebdomadaire de lundi Parlons Radiologie. Et comme il nous reste 2, 3 minutes, je ne sais pas si Dadi a un communiqué concernant les Moi, programmes prochains. j'attends vraiment les cas cliniques de professeur Dadi parce que je sais qu'il est spécialiste de l'enfant. Et on n'a pas parlé de beaucoup de choses. En tout cas, par exemple, la semaine dernière, on a parlé de l'occlusion, mais on n'a pas parlé de l'enfant. Et puis, j'espère qu'il va compléter le manque qu'il y avait dans le topo de la semaine dernière. Oui, oui, Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Tuil, pour votre disponibilité et pour ces exposés de très, très haute facture. Et le lundi prochain, on dira un mot sur les occlusions chez l'enfant. Si je trouve des cas de kyste du pancréas chez l'enfant, on va amener également, ou bien de malformations de voie biliaire, tout ça. Parce que là, il y a des classifications, beaucoup de choses qu'on peut dire dessus. Donc, on va se préparer en conséquence et on se revoit le lundi prochain. Mais aussi déjà pour le mois prochain, lundi Parlons Radiologie va totaliser 2 ans. Nous serons en réunion des comités très prochainement pour voir quel genre d'organisation faire autour de ça.
vous serez informé par les affiches et d'autres canaux par lesquels nous vous envoyons des messages. D'ici là, prenez bien soin de vous-même et on va se revoir le lundi prochain. Bye bye. Bye. Bye Bonne bye. soirée. Merci.